Je finis sur une question qui me paraît décisive. J'ai parlé du corps de Petite Poucette, j'ai parlé de sa vie, j'ai parlé de sa manière d'avoir un rapport à la connaissance. Mais je voudrais maintenant parler de ce qu'elle a dans la tête. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces jeunes gens-là, n'est-ce pas? Et tous les vieux ronchons disent ça. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Alors, pour essayer de comprendre ce qu'il a dans la tête, j'aime bien raconter une histoire que voici. La scène se passe dans une ville qui ne s'appelait pas encore Paris. Elle s'appelait Lutèce. Et ceci se passait, disons, au 1er siècle après Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Et il y avait à Lutèce, à cette époque-là, une société secrète. Et donc je voudrais vous parler de la conduite. Cette société secrète avait l'habitude de se réunir dans des lieux retirés, cachés, relativement sombres, mais quelquefois sous terre d'ailleurs. Pourquoi? Parce que cette société secrète qui s'appelait les premiers chrétiens était en but à une persécution féroce de la part de l'empereur Décius. Et par conséquent, comme ils étaient persécutés, ils se cachaient, et quand ils se réunissaient, ils n'en faisaient pas une publicité énorme, ils en faisaient plutôt mystère. Et donc, la scène se passe dans une de ces salles où les premiers chrétiens s'étaient réunis. Et ils s'étaient réunis sans porte ni fenêtre, un peu comme ce soir, oui. Et puis devant eux, un peu surélevé par rapport à eux, comme nous ce soir, leur parlait, comme je vous parle, un homme qu'ils avaient élu et qu'ils appelaient leur évêque. Parce qu'à l'époque, les premiers chrétiens élisaient leurs évêques. Et c'est l'évêque qui leur parlait, comme je vous parle ce soir. Seulement voilà, ce qui devait arriver arriva, puisqu'il y a des mouchards partout, comme vous le savez. La Légion romaine enfonce les portes, enfonce les fenêtres, les légionnaires envahissent la salle, se saisissent des premiers chrétiens, et le centurion romain, c'est-à-dire le chef des légionnaires, traverse l'allée centrale, monte sur l'estrade, sort son coupe-chou et soigneusement décapite l'évêque. Et la tête roule à terre. Catastrophe. Ah non, pas catastrophe du tout. Miracle. Miracle, parce que, vous savez, l'évêque qui s'appelait Saint-Denis, que vous avez reconnu l'histoire, telle qu'elle se raconte chez Jacques de Voragine, dans le Moyen-Âge, se penche et ramasse la tête. Et lorsque ma grand-mère me racontait cette histoire-là, je disais, mais comment Saint-Denis a-t-il pu repérer où était sa tête, puisque les yeux, n'est-ce pas? Et elle me disait, mauvais esprit, c'est ça le miracle. Et elle avait raison, c'était ça le miracle, il prend sa tête, et l'histoire raconte même qu'il avait amené sa tête jusqu'au sommet de la colline Montmartre, ce qui est un exploit sportif assez remarquable. Et cette histoire est vraiment très instructive sur les ordinateurs, ne trouvez-vous pas? Oui. Et la voici. Lorsque le matin, vous êtes devant votre ordinateur, n'est-ce pas, et que vous l'allumez pour des travaux qui sont les vôtres, vous vous demandez quel objet j'ai devant moi. Et cet objet contient, premièrement, une mémoire colossale, une énorme mémoire, mais cette mémoire qui est conservatrice des données, elle est douée de mieux qu'une mémoire, elle est douée de la faculté de se souvenir, et même de façon foudroyante. Il suffit que je tape un mot pour que aussitôt j'ai l'information. Par conséquent, mémoire et souvenir sont actifs dans cette boîte-là. Deuxièmement, cet ordinateur contient des images en nombre très élevé, des centaines de milliers d'images, plus que vous n'en avez vous-même dans votre imagination, bien sûr. Et troisièmement, grâce à des moteurs de recherche ou à des logiciels convenables, cette boîte peut résoudre beaucoup de problèmes opératoires ou scientifiques que vous-même ne pourriez pas résoudre immédiatement. Voilà. Elle contient de la mémoire, elle contient des images, elle contient des opérateurs de résolution, de questions. Et quand j'étais en classe de philosophie, on nous distribuait
un manuel de philosophie où au chapitre 14, il y avait marqué la connaissance humaine. Et on décrivait la connaissance humaine, l'auteur du manuel de philosophie décrivait le cognitif, la connaissance humaine, en 3 facultés. La connaissance se divise en 3 facultés. On apprenait ça par cœur pour passer le baccalauréat. La mémoire, l'imagination et la raison. Il y avait 3 facultés. La faculté de mémoire, la faculté d'imagination et la faculté de raison. Il était bien clair que ces 3 facultés se trouvaient dans mon système nerveux, dans mes neurones, bref, dans ma tête. Et ma tête était porteuse de ces 3 facultés. C'est embêtant, ça, puisque maintenant l'ordinateur est devant moi, que vous allez l'appeler Denis, certainement, parce que la mémoire, l'imagination et la raison se trouvent devant moi, et dans mes mains. Vous voyez que l'histoire de Saint-Denis, de Jacques de Voragine dans la merveilleuse histoire des saints du Moyen-Âge, est d'une modernité exemplaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'ai en main ma tête. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire nouveau qui s'est passé, c'est-à-dire les facultés cognitives ont été externalisées, ont été objectivées, et elles sont devant moi. C'est une nouveauté grandiose. Oh non, non. C'est une nouveauté certes importante, mais voyons, je me retourne de nouveau, comme je l'ai fait tout à l'heure, en citant des révolutions ou des transformations qui ont eu lieu avant le numérique. Mais avant le numérique, que je sache, il y a eu l'arrivée de l'imprimerie, et quand est arrivée l'imprimerie, il y a eu des philosophes qui ont réfléchi sur cette question. Et en particulier un qui s'appelle Montaigne, Michel de son prénom, et qui a écrit un livre qui s'appelle Les Essais, que vous avez peut-être lu. Mais même si vous ne l'avez pas lu, il y a dans Les Essais une phrase que vous connaissez tous par cœur. Et nous allons la dire ensemble. Et Montaigne disait « Je préfère une tête bien faite à une tête bien pleine ». Voilà, il disait ça. Et qu'est-ce que voulait dire cette phrase sur laquelle peut-être vous avez disserté quand vous étiez jeune? Ça voulait dire simplement, avant l'imprimerie, si je voulais être historien ou physicien, quel que soit le métier, ou juriste, il fallait que je sache par cœur. Si j'étais historien, Sallust, Tite-Live, et puis les historiens grecs, Hérodote, etc., et puis les chroniqueurs du Moyen-Âge. Si j'étais juriste, il fallait que je sache par cœur le droit romain, etc., parce que ce n'était pas accessible. Donc j'avais la tête bien pleine, n'est-ce pas? Bon. Mais maintenant que j'ai l'imprimerie, Hérodote se trouve sur ma librairie, dit Montaigne. Si je suis physicien, Physicat d'Aristote se trouve dans ma librairie. Si je suis juriste, il y a Baudin se trouve dans ma librairie, etc. Donc je n'ai plus besoin d'avoir la tête bien pleine. Où est ma tête? Mais dans ma librairie. C'est-à-dire, l'externalisation des facultés cognitives, l'objectivation des facultés cognitives n'est pas un fait nouveau. C'est un fait qui a déjà eu lieu à la Renaissance, au moment précisément où on a inventé l'imprimerie. Mais aujourd'hui, il y a une sorte d'accélération très puissante, où ce n'est pas seulement la mémoire qui est là, mais c'est aussi un certain nombre d'autres facultés, les 3 facultés fondamentales qui étaient dites autrefois, résumées, l'activité cognitive humaine. Alors évidemment, vous allez pour finir me poser la question, mais si Petite Poucette est décapitée, si elle a sa tête devant la chaise, qu'est-ce qui lui reste sur le cou? N'est-ce pas? C'est la question intéressante à se poser. Qu'est-ce qui me reste sur le cou si il y a externalisation ou objectivation de mes facultés cognitives devant moi? Alors, pour répondre à la question, je vous invite à une visite guidée du Panthéon à Paris. Vous rentrez dans le Panthéon avec moi et vous allez voir sur un mur un peintre pompier qui s'appelait Léon Bonnat, je crois, a peint à fresque le supplice de Saint-Denis. Et il le peint au moment même de ma grand-mère, ce moment où Saint-Denis se penche pour ramasser sa tête. On voit très bien le vieux, on ne sait pas très bien, étant que la tête est un peu cachée, au moment où il se penche pour ramasser son chef. Et à ce moment-là, Bonnat a peint au-dessus de ce cou décollé
un faisceau de lumière absolument éblouissant qui envahit la totalité du tableau et qui est tellement brillante qu'elle illumine presque la salle. Et la réponse est toute simple, c'est-à-dire que toute l'information cognitive qui est déposée là n'est que d'une certaine manière une information déjà là, ou dormante, ou morte, mais ce qui nous reste sur le coup, c'est l'innovation, la faculté d'invention, l'intuition, etc., la nouveauté, etc. Et finalement, la meilleure nouvelle que je puisse vous annoncer pour finir, c'est que grâce aux nouvelles technologies, mesdames, messieurs, nous sommes désormais condamnés à devenir intelligents. Merci beaucoup.